Bonjour Serge Siksik, Bonjour Stéphane. vous êtes candidat pour la députation des Français de l'étranger, de la 8e circonscription, donc celle qui va de l'Italie jusqu'en Israël. Oui, qui regroupe en fait Chypre, la Grèce, l'Italie, Malte, le Vatican, Saint-Marin, la Turquie et Israël. Et Israël que vous connaissez bien. Alors nous sommes ici à Netanya, une des villes les plus francophones d'Israël. Nous sommes sur le Kikar. C'est surtout tout un symbole de faire une interview ici. Oui, en effet, parce que c'est une ville, j'ose dire, carrément française. On s'y sent bien. Tout est facilité pour le quotidien des Français qui vivent en Israël. C'est une ville agréable, balnéaire. Donc très heureux de vous rencontrer ici et merci de votre accueil. Le parti Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour, que vous représentez ici, qui a fait un score incroyable ici même à Netanya. Oui, un score exceptionnel, 77 à 78%. Là encore, eh bien, c'est le reflet d'une population franco-israélienne encore investie sur la France, qui regarde ce qui se passe en France avec beaucoup d'attention, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'ils y ont encore de la famille, nous avons tous de la famille en France, des amis. Donc nous sommes directement concernés par tout ce qui se passe et par les tristes constats dont nous parlerons probablement par la suite de ce qui se déroule en France. Il ne devait pas se présenter ici lui-même? Non, alors ça a été, je dirais, une information du canard enchaîné, donc un vrai fake, si j'ose dire, un vrai fake, si j'ose dire, oui en effet. Donc non, ça n'a jamais traversé l'esprit un instant d'Éric Zemmour, ils n'y ont jamais songé. L'épisode d'après, ça a été une candidature hypothétique de Sarah Knafo pour la 8e circonscription. Là encore, un fake complet. On n'en connaît pas véritablement les origines, mais nous avons une petite idée. Et comment c'est arrivé à vous alors? Et écoutez, par des contacts directs, je suis en contact avec Éric Zemmour. Que vous connaissez depuis longtemps? Que je connais depuis longtemps, nous étions en classe ensemble, donc petit garçon. Les photos qui circulent sur le net, eh bien je suis sur toutes ces photos-là. Nous avons grandi ensemble, nous nous sommes retrouvés à 18 ans, 20 ans dans différents voyages. Et le contact ne s'est jamais rompu. Voilà, donc nous communiquons régulièrement pour évoquer les sujets qui préoccupent tous les Français dans l'absolu et les Français de l'étranger en particulier. Je rappelle qu'il y a 3 millions de Français qui vivent à l'étranger. Un mot quand même sur vous. Vous vivez ici en Israël, vous avez fait l'Aliyah quand? Ma Aliyah est récente, il y a 3 ans maintenant. Mon épouse et moi-même avons décidé de franchir ce pas alors que nous parlons d'Aliyah depuis fort longtemps. 3 de mes 4 enfants installés depuis une dizaine d'années. Mon fils aîné est toujours à Paris avec son épouse et leurs enfants. Donc nous sommes dans le quotidien israélien de façon, allez, on va dire full-time depuis 3 ans, mais avec pas mal d'allers-retours sur la France, mais en alternance depuis 50 ans. Et votre parcours professionnel? Parcours professionnel, j'ai évolué dans la société civile. J'ai occupé des fonctions marketing, ressources humaines, direction générale dans des filiales françaises de groupes multinationaux. J'ai été entrepreneur. Donc je connais l'univers, on va dire, du travail au quotidien, l'animation des hommes et les difficultés que nous pouvons rencontrer en qualité de chef d'entreprise ou en qualité de salarié aussi. Et la députation, ça vous a toujours trotté dans la tête d'être député? Cela ne m'a pas toujours trotté dans l'esprit. J'ai souvent été investi, investi entre guillemets, non pas sur des députations, mais dans l'expression d'une volonté politique au quotidien dans les municipalités où j'ai pu vivre, mais sans agiter un drapeau. C'est-à-dire j'ai toujours appartenu à une droite à laquelle je pouvais m'associer, auquel je pouvais m'associer pour tenter d'impulser de nouvelles dynamiques dans des municipalités plutôt de gauche. Mais je n'ai jamais eu un drapeau. En revanche, s'agissant de Reconquête, dès lors qu'il y a eu un parfum d'Éric Zemmour dans le paysage politique, je me suis dit là, il faut se mobiliser. Là, interrogeons Éric Zemmour pour connaître ses projets. Et dans tous les cas, s'il franchissait le pas, j'étais à ses côtés pour l'accompagner dans cette dynamique pour cette partie du monde. Alors, parlons un peu du projet ici. Quelles sont selon vous les grandes priorités ce qu'il faudra faire bouger pour les francophones d'Israël, notamment? Alors deux axes principaux, on va dire des sujets pratico-pratiques. Comment conforter le quotidien des Français de l'étranger et des franco-israéliens. Plusieurs thématiques, hein. Vous savez, comment soulager le parcours de santé, quelque chose qui peut paraître anodin, mais comment fluidifier au plan administratif le parcours de santé des franco-israéliens. Nous sommes confrontés à l'inexistence de documents traduits en français,
d'attente téléphonique avec une option français, alors que toutes les autres langues sont présentes, ce qui handicape beaucoup. Même, on va dire, même approche s'agissant de l'univers de l'université. Nous avons des jeunes qui sont extrêmement performants, des jeunes d'origine française qui se sont installés ici, qui sont performants, mais qui ont beaucoup d'embûches au plan administratif. Nous devons leur faciliter la tâche de ce point de vue-là. Après, les sujets qui reviennent souvent, les retraites, supprimer totalement la CSG, CRDS, le pouvoir d'achat diminue dans l'absolu et diminue encore davantage avec l'euro shekel, mais 8 à 10% d'économie de suppression de la CSG CRDS rendrait le quotidien des retraités de façon beaucoup plus confortable. Et enfin, un point très important. Il est inadmissible de voir à quel point il y a une pression de la part des pouvoirs publics en France, s'agissant des douanes, du fisc, des impôts. Quand vous prenez un vol Paris, Tel Aviv, vous ne savez pas pourquoi, mais à la porte de l'embarquement, vous pouvez être interpellé, interrogé, sondé par un agent des impôts ou des douanes. Alors que c'est un phénomène qu'on ne vit nulle part ailleurs. C'est un phénomène qui n'existe pas sur d'autres destinations, vers le Maghreb ou l'Afrique au sens large. Pourquoi ces pressions? Et ces pressions, au-delà de la porte de l'embarquement, se produisent ici aussi dans le quotidien des Français, qui sont harcelés. On sait qu'il y a ici en permanence une dizaine, une quinzaine d'agents du fisc français qui circulent et qui tracent les franco-israéliens. Pourquoi? J'aimerais avoir des réponses. Et vous pourriez faire changer les choses là-dessus? Nous nous battrons pour mettre à l'ordre du jour ce sujet-là et les faire bouger, bien sûr, changer les choses et essayer de comprendre. Si 10, 15, 50 personnes sont suspectées, ok, il faut aller faire le travail. Mais pourquoi embêter tous les autres? J'ai moi-même subi ces genres d'interrogatoires. Ce sont des interrogatoires avant d'entrer dans l'avion, pas en salle d'embarquement, juste avant de pénétrer dans l'avion. Au plan diplomatique, il y a tout à faire. Tout à faire pour que le regard de la France et de l'Europe change vis-à-vis d'Israël. Les choses sont entreprises, mais ne sont jamais menées à bout. C'est bien de s'exprimer à l'Assemblée nationale, dans l'intérêt d'Israël, mais c'est mieux de pouvoir aboutir à quelque chose. En qualité de député de l'opposition, ma voix ne sera pas bridée. Je pourrai m'exprimer comme je le souhaite, comme le souhaiteront tous les autres députés de Reconquête. Et Israël doit être enfin remise dans l'axe naturel. J'en perds presque mes mots, tellement c'est irritant. Pourquoi autant d'hostilité des gouvernants français ou européens face à Israël? Éric Zemmour est un grand ami d'Israël? Éric Zemmour est un ami d'Israël. Il a exprimé tout de même une position extrêmement claire le 2, 3 ou 4 novembre chez vos confrères d'I24, au Grand Gueule du Moyen-Orient, je crois, où là, il était hors de question, selon lui, de remettre le sujet de Jérusalem sur le tapis d'une quelconque, ou sur la table d'une quelconque discussion. La capitale d'Israël, une, indivisible et indiscutable, c'est Jérusalem. Il n'a pas eu d'hésitation à affirmer cela. Même chose pour un État palestinien. Éric Zemmour s'est positionné sur cette question-là. Ils ont raté tous les rendez-vous de l'histoire. Ils ne sont plus dans le décor, ils ne sont plus dans l'histoire. Alors, la plupart des Français d'ici sont double nationalité. Qu'en est-il de la double nationalité pour Reconquête? C'est un non-sujet. Si vous parcourez les propos d'Éric Zemmour ou le programme d'Éric Zemmour, s'agissant donc de sa politique au sens large, c'est un non-sujet, il n'y a pas de problème de double nationalité. C'était évoqué à un moment. C'était évoqué très rapidement, mais à une direction retour en arrière. Très précise. Donc il n'y a pas de danger de devoir choisir entre le passeport français et le passeport israélien. Aucun danger, tout comme tous ceux qui ont voulu faire croire, ou accroire plutôt, qu'Éric Zemmour allait mettre fin à la cache-croûte en France. Vous voyez, j'en souris aussi. Ça n'a jamais été un instant dans l'esprit d'Éric Zemmour de remettre en question le sujet de la cache-croûte en France. Vous pensez avoir une bonne chance là? Oui, nous avons une bonne chance. 55% à la présidentielle, même si ces 55% ne vont pas représenter le même pourcentage aux législatives. Oui, évidemment, nous avons une bonne chance. Nous avons l'expression d'un peuple, de franco-israéliens, je vous le disais en préambule, qui se préoccupe de tout ce qui se passe en France. Vous savez, en France, le grand remplacement, ce n'est pas une vue d'esprit. Vous évoluez n'importe où en France, dans les rues, dans les transports en commun,
les aéroports, les gares, etc. Dans le métro, le grand remplacement, vous le vivez. Quant au grand déclassement, M. Macron a largement contribué à l'affaissement de la France dans tous les domaines. Au plan économique, ce qui se passe en France, c'est tragique. Alors qu'on surnomme M. Macron le Mozart de la finance, mais la dette est abyssale, l'inflation galopante, aucune perspective d'évolution dans aucun domaine. Alors, je n'ai pas un discours alarmiste, j'ai un discours réaliste qui part de constats. Et ce dont je parle est facilement constatable, les chiffres existent. Donc le travail qu'a réalisé M. Macron durant 10 ans est un travail catastrophique. Je dis 10 ans parce que n'oublions pas son passage auprès de M. Hollande entre 2012 et 2017. Vous pensez avoir les moyens d'agir si toutefois vous n'avez pas de groupe, par exemple, à l'Assemblée pour la prochaine session? Est-ce que ce sera... Alors si nous avons un groupe, nous serons plus forts, évidemment, mais quel que soit le nombre des députés Reconquête qui siégeront à l'Assemblée nationale, nous aurons une forte détermination. Vous savez, le point commun de toutes ces personnes qui entourent Éric Zemmour et qui se sont inscrites dans cette dynamique-là, c'est la singularité d'Éric Zemmour lui-même, le souci de vérité. Les gens de ma génération, ça fait 40 ans que nous sommes promenés par les politiques en France. Ça fait 40 ans que nous entendons les mêmes discours, les promesses et les non-réalisations pour l'essentiel. Éric Zemmour dit des choses qui font mal, on va dire, dans l'absolu. Mais tant que vous ne nommez pas le mal, vous ne pouvez pas trouver le bon remède. Or, il pose les bonnes questions, il fait les bons diagnostics. Et nous sommes tous d'accord avec lui. Donc oui, il y a un travail à faire, quel que soit le nombre de députés que nous serons à l'Assemblée. Nous serons le caillou dans la chaussure de M. Macron. Merci. Merci à vous, Stéphane Calbeau.